Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 216 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Dallas Mavericks. Bien. Comment allez-vous en ce dimanche? Puisque oui, nous nous retrouvons, nous sommes dimanche, ce n'est pas commun, mais on refait ce qu'on a déjà fait une ou deux fois déjà cette saison, c'est-à-dire que quand on enregistre pour l'hebdo du lundi matin, eh bien parfois il y a un peu trop. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et puis surtout, on a aujourd'hui un sujet à part entière. On a passé plus de 20 minutes à discuter des Dallas Mavericks New Look, la trade deadline, les échanges, pourquoi les échanges ont été faits, comment est-ce que les deux nouvelles recrues, PJ Washington et Daniel Gafford, peuvent s'intégrer, quel est un peu leur profil. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, on va l'enlever de l'hebdo, on va en faire un podcast à part entière, à consommer rapidement. Et donc voilà, on revient sur ces Dallas Mavericks New Look. Est-ce qu'ils peuvent faire du bruit? Quelles sont un peu les potentialités sur la fin de saison, etc. On fait le point. Et donc, pour ceci, aujourd'hui, nous recevons Baptiste qui sera là donc pour l'hebdo, vous l'aurez compris aussi, évidemment. Et donc Baptiste du NBA Dreamcast Show, du projet Le Roster, etc. Baptiste, vous le connaissez bien entendu. Et puis, comme d'habitude, et notamment pour les extraits en avant-première le dimanche, et oui, en avant-première, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify, des petits likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler des Dallas Mavericks New Look pour 2024. Bienvenue dans le Basket Lab. Est-ce qu'on peut parler un peu de Dallas tant qu'on y est sur les Mavericks et notamment la trade deadline? On a des nouveaux Dallas Mavericks. C'est vrai qu'on n'a pas trop pris le temps de l'aborder sur le podcast pour l'instant, mais Dallas a beaucoup bouleversé. Je ne sais pas si tu avais vu quelques matchs avant le All-Star Break ou pas, où ils avaient déjà commencé un peu à accumuler des victoires. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que tu en penses de ce changement qu'ils ont fait à la trade deadline et donc surtout pour le reste de la saison? Qu'est-ce que j'en pense maintenant? Je pense que j'aime beaucoup en fait ce qui a été fait. Pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu marrant presque, mais le côté remplacer Grant Williams qui était presque devenu un joueur théorique par PJ Washington qui est aussi un joueur théorique. Donc bon, Grant Williams, ça a du coup été beaucoup de raisons extra-sportives, ouais. Mais un peu pour rester très très global. Moi, c'est vrai que je suis plutôt emballé par ce que je vois de ces Dallas Mavericks New Look, j'ai envie de dire. Oui. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je suis plus bas que la moyenne, du coup, sur la trade deadline et sur ce nouveau cette nouvelle équipe. Je pense qu'il y a des bons coups, mais en effet, peut-être qu'il faut commencer par dire, et qu'on ne savait peut-être pas au moment de la trade deadline, que il n'y a sans doute pas que du sportif pour Grant Williams. Il y a sans doute des affaires un peu extra-sportives, une mésentente en dehors des terrains, on va dire, qui explique la mauvaise production sur le terrain. On en a parlé de la semaine dernière, je crois, dans les news ou dans le quiz, je sais plus, mais en gros, il a balancé des punchlines. Oui, c'est bon, maintenant, moi, j'aime bien jouer à Charlotte, jouer pour une équipe, une équipe collective plutôt que pour des gens qui jouent pour eux-mêmes. Les Dallas Mavericks qui ont dit, ouais, il est arrivé, il était gros, il est arrivé à la signature, il était pas en forme, etc. Bon, c'était pas très classe de la part des Mavs non plus. Et ce qui fait que, pour moi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je sais pas si toi t'avais suivi à l'époque, mais à la draft 2019, c'était un peu des clones, Grant Williams et PJ Washington. En fait, c'était deux joueurs qui avaient un peu le même profil, mine de rien. C'est-à-dire ce côté poste 4 dans la NBA qui est mobile, très mobile, avec un peu cette théorie du shoot et de la défense off-ball. Là où Grant Williams est meilleur, je pense, c'est sur le shoot. Le toucher de balle. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a engrangé des saisons à 40% à 3 points. Il a un vrai bon shoot, Grant Williams. Bon, il n'est pas trop rentré à Dallas, mais quoique, bon, il a quand même 37%, quasiment 38% sur pas mal de tentatives. Donc, la mauvaise saison de Grant Williams, moi, je la voyais
pas non plus à ce point catastrophique par rapport à d'habitude. L'avantage de Grant Williams, c'était le shoot, la prise de décision aussi au niveau du passing. Même si Washington est un bon passeur, voire très bon passeur, mais Grant Williams était vraiment en termes de decision making au-dessus, largement au-dessus. Après, si on met un peu de côté cet aspect extra sportif il n'y avait pas une bonne entente, donc on est obligé de passer à autre chose. On prend un peu le même profil, mais légèrement différent. Comme dit, moi, le doute que j'ai, c'est sur le shoot. Le shoot de PJ Washington, qui nous a pas montré qu'il était si concret que ça. En tout cas, c'est pas définitif, quoi. Je reste un peu sur ma faim. J'ai encore des doutes sur à quel point est-ce que c'est un vrai bon shooter. Là où Grant Williams l'était plus. Après, j'ai l'impression aussi que Grant Williams, c'est un peu un biais de déception parce que peut-être les gens s'imaginaient peut-être une explosion, en fait. Après Boston, en disant, il était 6e homme, 7e homme à Boston. Là, plus gros temps de jeu titulaire, il va peut-être produire plus. Bon, j'avoue que je m'attendais à un peu plus, mais je pense pas que Grant Williams, il y avait un scénario où il pouvait taper du 20 points par match non plus. Et je me demande à quel point il n'y a pas un petit biais de déception aussi par rapport à ça, même si on peut aussi discuter d'autres aspects défensifs, etc., quoi. Ouais, je suis d'accord. Et sur PJ Washington, c'est vrai que pour rester un peu dans le côté les matchs de la semaine, c'est quelque chose qui s'est vu hier. Parce que dans le début du match, Youssouf Nourkic n'est pas placé sur Derek Lively, il est placé sur PJ Washington et il va pas forcément le respecter énormément à 3 points. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? C'est aussi surtout pour que Youssouf Nourkic ne soit pas impliqué dans le pick and roll face à Luka Doncic. Mais voilà, c'est mine de rien permis par le manque de shoot de PJ Washington. Et c'est vrai que du coup la solution, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est plutôt en fait, si je prends l'ensemble des Mavs, quelque chose que j'aime que j'aime bien dans cette équipe, c'est le côté où c'est le profil un peu de connecteur, défenseur, polyvalent et avec du shoot surtout avec du shoot sur un poste ailier près / intérieur, en fait c'est Maxi Kleber, et quand Maxi Kleber rentre, ça débloque aussi un peu cette attaque de Dallas hier, parce que pour le coup il y a une vraie respectabilité de shooter, et du coup Youssouf Nourkic ne peut pas rester sur Maxi Kleber et repasse sur Derek Lively. Mais du coup moi ce que j'aime bien, c'est que ça apporte un peu un profil différent, PJ Washington. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a quelques différences. Alors, en effet, le shoot, Grant Williams, c'était un peu meilleur. Après, c'est vrai que Washington a peut-être un peu plus de potentiel en termes de scoring. Et notamment, je trouve que sur des rolls, R-O-L-L, pardon, pour aller au panier après un pick and roll, en fait, il est un peu plus grand et surtout, il est plus long. Et donc, ça fait pas mal de différence, ce côté envergure, en termes de qualité dans le jeu. Et il est aussi plus agressif pour aller au panier. Alors, pas que des alley-oops, mais juste, tu vois, par exemple, faire un drive depuis le périmètre. Grant Williams, il pouvait. PJ Washington, il a un peu plus de potentiel, je pense, d'impact sur ce genre de choses. On a vu quelques drives très sympas depuis le périmètre, en spot-up, ou parfois même depuis une position d'isolation. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis peut-être aussi en défense, là où Grant Williams, extrêmement intelligent, mais là encore, pas non plus peut-être l'envergure pour être un bon playmaker, faire les actions, etc. C'est plus le mec qui est bien placé. Washington, je pense qu'il y a un peu cet espoir de un peu plus d'impact, parce qu'encore une fois, envergure bien plus grande, donc un impact potentiel qui peut être extrêmement intéressant. Je crois que Washington, si je dis pas de bêtises, il a une énorme envergure de bras par rapport à sa taille. C'était un peu un point notable de son profil à l'époque, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je pense qu'il y a alors, biais de déception, je sais pas, parce que en effet, Grant Williams n'était pas non plus très bon, quoi. Je pense qu'il y a un biais de déception peut-être sur son attaque. En effet, en défense, par contre, c'était une vraie déception. C'était pas un biais de déception. Une vraie déception sur, il n'était pas si incroyable que ça, Grant Williams, notamment. Il y a des switches aussi où, voilà, c'est pas un défenseur énorme avec un volume énorme de protection de panier, etc. Mais au moins, c'est un défenseur de switch. Ça tenait pas tout le temps non plus. Plus la mésentente hors des terrains. Bref, je pense qu'il y a un peu ce pari qui est fait en tout cas, je trouvais ça marrant on abandonne le projet Grant Williams et on va chercher finalement un joueur un des joueurs qui lui ressemble le plus en NBA, quoi. Avec des petites différences de profil. Mais voilà, 2 joueurs qui viennent de la même draft, qui avaient un peu le même profil de poste 4 avec quelques petits défauts par-ci par-là, mais globalement, des qualités qui se rejoignent aussi. Après, le truc, c'est que, mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'assets qui ont été balancés, quoi.
parce que je crois que Grant Williams, pour l'avoir, c'était pas une signature, c'est un sign and trade. Ils avaient lâché un pick, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, pour obtenir de nouveau PJ Washington, ils ont aussi lâché des assets. Donc ce qui fait qu'en gros, ils ont payé pour 3 mois de Grant Williams qui n'ont pas été très concluants. Et puis là, ils ont de nouveau fait. Alors on va pas détailler, c'est pas très intéressant, mais ils ont fait des échanges avec OKC pour obtenir des pics en plus, etc. Bref, ils ont quand même payé un prix qui est pas rien quoi pour PJ Washington. J'espère que ça va marcher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il leur reste 2-3 assets quand même. Notamment, je crois qu'ils n'ont pas perdu, par exemple, un jeune comme Jaden Hardy. Donc ça leur laisse encore un peu d'assets. Ils sont pas encore dans le all-in, je trouve, du côté de Dallas. Non. Mais non, mais c'était plutôt dans le sens où ils ont dépensé pas mal d'assets au fil des années, des assets futurs en fait. Tu sais, pour faire tous les trades. Oui. À l'époque, je crois que les Porzingis c'est même pas encore fini, les pics de Porzingis. Ils ont balancé pour Kerry, ils ont payé pour Grant Williams que maintenant ils ont plus, ils ont payé pour PJ Washington, etc. Ouais, c'est un peu une accumulation. Bah ouais, et avec un Luka Doncic qui veut être, qui est un top 5 NBA ou top 10, on s'en fiche, mais qui veut être contender tous les ans. Est-ce que tu auras toujours les atouts pour bien l'entourer? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, je pense que c'est des questions qui se posent, vu que Dallas n'a peut-être pas le nombre d'atouts qu'ils auraient espéré. En tout cas, ils n'ont pas non plus, bref, j'arrive plus à parler. Ils ont dépensé pas mal d'atouts. Ils n'ont pas non plus une équipe incroyable. C'est pas comme s'ils avaient payé plein d'atouts pour aujourd'hui avoir une top team. Je trouve pas que ça soit non plus le cas, quoi. C'est pas un strike évident en tout cas. C'est ça, voilà. Oui, et au final, il y a un peu ce côté accumulation qui fait que le prix payé pour le résultat à cette équipe finale semble un peu trop cher. Mais pour en revenir à PJ Washington. Ouais, c'est vrai que je trouve que même un peu pour faire la transition avec Daniel Gafford, mais ouais. Tu as un gain mine de rien, pardon, de taille dans cette équipe assez évident et de verticalité. Oui. Tout en ayant sur le côté PJ Washington, cette capacité à être assez polyvalent défensivement, a du coup apporté un peu de protection de cercle, et ce côté, bon, même si le shoot rentre, c'est assez génial, mais ce côté un peu plus d'attaque de close-out, il est capable, et de shot making un peu plus varié que Grant Williams, même s'il y a peut-être pas autant de shoot. Mais voilà, ce que je voulais un peu souligner, c'est ce côté gain assez fort en verticalité et en taille, tout simplement. Oui. Et notamment du côté défensif, c'est vrai que les Mavs sont une des équipes qui défend le moins bien son cercle et qui avait un peu, je trouve, une surdépendance de Derek Lively qui est déjà un rookie et qui a été pas mal blessé en plus, quoi. Donc dans ce sens-là, je trouve qu'il y a un vrai renfort de quantité, en tout cas, ça c'est sûr, quoi. Oui, en attaque, je pense que c'est un peu plus de punch, on va dire. Globalement du punch. Moins bon shoot, mais peut-être un peu plus de punch pour aller au panier ou ce genre de choses. Et puis, comme tu dis, défensivement aussi, je pense qu'il pourrait faire plus. Après, toujours un peu le côté Washington, il y a un peu la théorie, et la théorie est magnifique, le potentiel maximum, mais on attend encore que ça se concrétise totalement. Ça commence déjà à être très intéressant, mais on attend, et ça peut aussi très bien se passer, donc ce serait quand même pas mal pour Dallas. Et puis oui, Gafford, j'aime bien, moi, mais en même temps, je pense qu'on a aussi affaire à un backup actuellement en NBA. D'ailleurs, il est titulaire à Washington, donc effectivement, pas titulaire en NBA, quoi, je veux dire. Exactement. Mais non, je pense qu'ils sont allés chercher pour cet aspect de verticalité sur les lobes qu'adore et dont a besoin Luka Doncic, ce côté verticalité sur les pick and roll. Il y a besoin de ce genre de menace. Et puis la défense. Mais la défense, c'est vrai que moi qui étais très très chaud sur Gafford il y a encore 3 ans, je crois, à l'époque 2021, je faisais plein de sondages. Qui sera le meilleur dans 5 ans entre Gafford, Nick Claxton, et Rob Williams et je sais plus qui. Bref, j'étais très chaud. Il y a quand même un défaut majeur pour l'instant, c'est un peu les fautes qui limitent en fait son temps de jeu de manière assez énorme en fait. Ouais, c'est sûr, mais du coup je suis aussi allé voir, et les Mavs sur ce côté un peu taille, c'est vrai que les Mavs sont 27e au rebond offensif, donc c'est aussi dû à des schémas où les Mavs ne vont pas forcément chercher à jouer, mais là où c'est un peu plus problématique, c'est que sur le rebond défensif, ils sont aussi 26e. Et donc voilà, c'est un peu, du coup, pour compléter ce que j'ai dit avant, ce côté taille et gain de taille, de verticalité,
qui était un peu nécessaire et qui était une des vraies faiblesses de l'équipe, encore plus je trouve, mine de rien, avec Grant Williams qui est un peu undersized sur un poste 4 quoi. Mais après c'est un bon coup, hein. Moi je l'aime pour une raison. Je l'aimais pour une raison. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de fautes et que voilà, du coup ça devient compliqué. C'est pas non plus, c'est un assez mauvais rebondeur défensif lui aussi dans tout ce qui est box out, etc. Mais au moins c'est de la taille, donc on verra si comment ça peut un peu mieux se goupiller. Mais je trouve que c'est un bon coup et je pense que Gafford c'était un bon coup à faire sur le marché pour à peu près tout le monde, en plus d'ailleurs pour Dallas, où d'une part, tu peux avoir 48 minutes de soit Lively, soit lui, donc 48 minutes de vraie cible de pick and roll explosive et verticale pour Doncic. Encore une fois, Doncic en a besoin, donc tant mieux, c'est un bon partenaire de pick and roll. Et puis en plus, niveau contractuel, bon, il est payé 12-13 millions, et 14 la dernière, mais voilà, à peu près dans cette zone-là, pour encore 3 ans, enfin 24, 25, 26, sachant que sur le même poste, tu as Lively, qui lui est un contrat rookie. Donc la rentabilité de Lively, elle est géniale. Je pense que Gafford ne vient pas pour être titulaire. Par exemple, un Lively est bien meilleur en termes de propreté, en termes de rim protection, et même le passing sur short roll, etc., que Gafford n'a pas. Après, Gafford, c'est tellement dommage qu'il y ait ces fautes et cette indiscipline, parce que c'est un technicien de la rim protection qui, pour moi, c'est ce qui m'avait bluffé à l'époque, c'est-à-dire en termes d'appui, en termes d'orientation du corps, en termes de technique, et surtout, ça combiné à son énorme taille et envergure de bras. Donc j'abandonne pas parce qu'il est encore relativement jeune, Gafford. 25 ans, on sait que ça peut venir avec le temps. C'est pas dit que d'ici 5 ans, on n'ait pas une ou deux saisons où il est on se dit ah ouais, Gafford en fait limite il tape à la porte des All Defensive, je pense, hein. Ça peut venir avec l'âge, ce genre de choses, mais voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon coup. Gafford, c'est un bon coup. Je suis un peu plus chaud là-dessus que sur le cas PJ Washington. Après, ça a des limites aussi, mais globalement, je trouve que pour Dallas, c'est quand même pas mal quand on rajoute l'élément de bah oui, avec Grant Williams, le mariage était terminé. Tu vois, j'entendais avant la trade deadline pas mal de rumeurs sur le fait que il pourrait échanger Grant Williams contre Bobby Portis ou des mecs comme ça. Tu dis mais n'importe quoi, Grant Williams il vient d'arriver, il est bon. En tout cas, il était bon à Boston, etc. Je comprenais pas trop. Là, depuis que c'est sorti que le divorce était consommé, bon, mais c'est une nouvelle donnée au problème et je comprends un peu plus le fait que Dallas ait voulu faire le move, en fait. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais et du coup, pardon, c'est pas un mais, le mais n'avait aucun sens là-dedans. Et donc, et donc, pour ajouter un peu aussi à ce côté New Mavs, c'est vrai que quelque chose que j'avais noté, mais qui est peut-être un peu, en fait, ce que j'aime beaucoup du coup, c'est aussi que pour ces joueurs, si on se passe pas forcément d'un point de vue des Mavs, mais d'un point de vue de ces joueurs, par exemple pour PJ Washington, c'est vrai que bon, bah là, avec des joueurs enfin avec Luka Doncic et Kyrie Irving, en gros, tu vas avoir beaucoup plus de tirs ouverts et beaucoup plus de tirs que tu ne te crées pas. Donc c'est un peu l'environnement rêvé pour les deux. C'est-à-dire Daniel Gafford va être sans doute en sortie de banc avec l'un des meilleurs passeurs de lob possible et qui donc c'est un peu l'environnement je trouve idéal pour qu'il se passe quelque chose de cool d'un point de vue des joueurs aussi, et ça peut être un win-win du coup pour les Mavs aussi. Et en fait je trouve qu'il y a un scénario notamment pour PJ Washington du coup que moi j'aime beaucoup, où en fait ça se passe très bien et ça devient un peu le joueur qu'on théorise autour de lui quoi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup que ça soit le cas, en effet, parce que la théorie de Washington, qui est un poste 4, qui peut apporter du spacing, mais aussi de la mobilité, aussi du très bon passing en mouvement aussi, pour le coup, et puis défensivement, un peu de polyvalence on-ball, et puis un volume off-ball, ouais, ça peut être vachement intéressant, à un prix en plus qui pour l'instant est assez réduit. 16, 15 et 14 millions sur encore 2 ans et demi, donc ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Et en effet, peut-être que, finir là-dessus, mais ça semble signer la fin de Dwight Powell, de l'ère Dwight Powell à Dallas, qui, je sais que tout le monde n'était pas fan. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce partenaire de pick and roll de Luka Doncic. Il est sous contrat pour l'an prochain, mais pas totalement garanti, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors un peu. Mais ça semble un peu se diriger vers ça, quoi, vers la fin de Dwight Powell, qui est arrivé il y a 10 ans, joueur le plus vieux de l'effectif, hein, je crois, du coup, le plus ancien en tout cas. Sachant que, peut-être pour dire ça aussi, donc on a Dwight Powell qui est à 4 millions, Maxi Kleber là, qui commence un peu à revenir, mais qui a un contrat à 11 millions, Gafford on est à 13 l'an prochain, Washington à 15, Hardaway à 16. Ça peut ne pas marcher,
Mais l'avantage, c'est que ça reste des contrats de taille modérée. Donc en fait, même si ça marche pas, c'est encore échangeable en fait. Et ça c'est aussi un aspect intéressant, quoi. Ça peut se bouger relativement facilement. Alors, t'as pas envie que ça soit un échec et que tu sois obligé de les bouger, mais si tu dois, c'est déjà ça, quoi. Donc c'est aussi là-dessus que c'est intéressant, pardon. Et même de l'autre côté, tu peux aussi imaginer un trade pour quelque chose de plus gros avec genre Tim Hardaway et c'est combien? C'est 16 millions l'an prochain plus un Gafford par exemple et tu vas monter à 30 millions. Est-ce que tu peux avoir un joueur de haut calibre à 30 millions l'année avec un échange comme ça? Je dis n'importe quoi, mais voilà. Aussi souligner qu'au niveau des salaires, on a aussi des salaires dans ce comment dire? Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, merci. George Green aussi, il est à 12 millions, 13 millions, 14 millions pour les années futures. Ça aussi, ça peut être bougé si vraiment. Donc, d'un côté, pas mal d'assets futurs en termes de draft pick qui ont été dépensés et que Dallas n'aura pas pour le futur. De l'autre côté, on a quand même des bons joueurs qui peuvent être échangés au cas où ou pour mieux, on peut le dire comme ça aussi. Donc voilà, à suivre. J'espère que Luka Doncic ne sera pas la prochaine superstar sur le marché, en tout cas. Ouais. Et Dante Exum qui est l'année prochaine aussi à 3 millions. Il avait signé 2 ans. Et pour finir du coup une petite stat entre guillemets pour remettre aussi en contexte, ces Mavs ces Mavs n'ont que 2 line-up sur toute la saison qui ont joué au minimum 100 possessions ensemble. Et c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut aussi prendre en compte dans leur seeding. C'est que c'est une équipe qui a subi beaucoup de blessures et qui a pas vraiment de continuité et qui a été très malchanceuse finalement sur la première partie de saison. Donc il y a aussi de ça, quoi. Il y a aussi le fait que en fait le simple fait de pouvoir avoir le trio Doncic, Irving et Derek Lively et même avec Maxi Kleber aussi qui rejoue un peu, le simple fait d'avoir cela un peu en mettant de côté les recrues, c'est peut-être aussi ça qui va faire qu'il va y avoir une nouvelle dynamique ou il y a déjà une nouvelle dynamique. Ça joue aussi, quoi. C'est sans doute que les recrues jouent ou vont jouer un rôle si ça se passe bien, mais il y a aussi peut-être aussi cet aspect un peu malchanceux du début de saison, quoi. Et est-ce que tu les vois avec ce new look Dallas Mavericks 2024? Où est-ce que tu les vois aller? Est-ce que tu les vois aller taper à la porte du top 4 et faire un peu de bruit en playoff? Franchement, moi je suis... En fait, le problème, c'est que c'est une équipe qui est forcément à mon affect parce que, en gros, ils ont beaucoup de joueurs que j'adore. Donc, je suis pas forcément le plus objectif dessus, mais je trouve que qu'en fait, ils peuvent vraiment être un peu dans cette lutte, quoi, à l'Ouest. Je suis pas surpris s'ils passent 2 tours, par exemple. S'ils font une finale de conférence, je dis pas que je mettrais ma maison dessus. Encore faudrait-il avoir une maison, mais bon, bref. Mais je serais pas surpris, quoi. Ouais. Il y a un peu ce côté où, avec un Doncic, ça se transpose bien le style de jeu de playoff en plus contre le bon match-up, mais même pas que contre le bon match-up. Donc il suffit que tu aies un supporting cast qui marche, et en effet, comme en 2022, tu peux passer 2 tours, quoi. Tu peux aller en finale de conférence, un peu surprise, entre guillemets, en tout cas pas attendu. Mais ouais, je suis d'accord qu'il y a ce scénario qui existe, qui est pas probable, comme en 2022 d'ailleurs, qui est pas probable mais qui est possible. Ça clique plutôt pas mal, et le supporting cast est assez bon pour qu'ensuite tout se développe. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, même si sur un côté probabiliste, je l'ai même tout de même un peu en dessous des Phoenix, Clippers et Denver, quoi, pour l'instant. Ouais, mais tu vois, par exemple, sur une série face à Phoenix, je trouve que ça leur va bien quelque part, quoi. C'est vrai que face à Phoenix, en plus, c'est toujours un historique. Donc, comme dit, je sais plus qui disait ça, Doncic leur fait payer, je crois que c'est Constant. Oui, Constant qui disait Doncic leur fait payer de ne pas l'avoir sélectionné en premier choix en 2018. Bah oui, apparemment. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça vous plaît un peu, c'est ce genre de petits extraits un peu en anticipation, avant la grosse émission du lundi parfois. C'est vrai que je me dis, ça peut être un principe assez sympa à faire finalement. Ça intéresse pas forcément tout le monde. Tout le monde n'écoute pas forcément non plus l'hebdo, je ne sais pas. Donc voilà, un petit thème comme ça, un petit focus qu'on a voulu faire. C'était sur les Dallas Mavericks. Un point sur la situation.
On l'a fait, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter ou à me dire si ça vous a plu ou pas sur YouTube, sur le Discord ou partout ailleurs. Vous connaissez, et donc, très simplement, on se retrouve demain lundi matin, comme tous les lundis matins, pour l'hebdomadaire. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.